Avertissement. Le contenu de ce vidéo exprime l'opinion d'un homme sauvage, à l'état pur, délié de toute convention sociale ou politique. Ce n'est pas l'opinion d'un citoyen. Toute similitude avec l'idéologie de quelque parti politique ou mouvement révolutionnaire que ce soit ne serait que pure coïncidence, même si l'auteur de ce vidéo éprouve une grande sympathie pour le but de certaines de ces organisations. Il n'approuve pas nécessairement les moyens choisis pour y arriver. En 1987, Pierre-Marc Johnson quitte la direction du Parti québécois, après avoir été défait lors de l'élection de 1985. Jacques Parizeau est choisi pour le remplacer en tant que chef du parti, le 19 mars 1988. Il se fait élire comme député le 28 novembre 1989 et devient le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Au fédéral, le Premier ministre Brian Mulroney tente de résoudre la question de l'unité nationale. Il veut inclure le Québec dans une nouvelle entente avec le reste du Canada. Mulroney cherche à jouer au conciliateur, contrairement à Pierre Elliott Trudeau, qui s'était montré inflexible lors de la première vague souverainiste qui avait débuté dès les années 60, dans une fureur immodérée avec l'avènement du RIN de Pierre Bourgault, puis atteint son paroxysme lors de la crise d'octobre 1970. Sous Trudeau, le Québec avait été, en 1982, la seule province à ne pas avoir signé la nouvelle Constitution canadienne. C'est dans cette perspective d'ouverture à la négociation que Mulroney négocie avec les premiers ministres provinciaux l'accord du lac Meech en 1987. Cet accord est une série d'amendements constitutionnels qui visent à satisfaire les exigences du Québec, afin de le reconnaître en tant que société distincte à l'intérieur du Canada. Cet accord n'est pas ratifié, en raison du refus du Manitoba et de Terre-Neuve. L'échec de cet accord annonce l'arrivée d'une seconde vague souverainiste. Le 22 juin 1990, au terme de l'échéance établie pour ratifier l'accord, Robert Bourassa prononce un discours de désillusion face au fédéral. Le Canada anglais doit comprendre, d'une façon très claire, que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. De son côté, Jacques Parizeau et son parti souverainiste sortiront gagnants de cet échec dans une communion de pensée néo-nationaliste. Et je dis, Monsieur le Président, à mon Premier ministre, je vous tends la main. Cherchons cet automne, tous ensemble, une voie de l'avenir du Québec. Ce rejet de l'accord du lac Meech met fin au processus entrepris, au milieu des années 80, par le Premier ministre Brian Mulroney pour amener le Québec à adhérer à la Constitution canadienne. C'est le début de la fin pour le Parti conservateur. Lucien Bouchard, ministre de l'Environnement de Mulroney, n'accepte plus la voie de la négociation. Il refuse les compromis du rapport Charest. Ce rapport proposait de modifier leur position face aux provinces récalcitrantes du Manitoba et de Terre-Neuve. Il démissionne donc et devient député indépendant le 22 mai 1990. Après l'échec officiel de l'accord, il est rejoint par des collègues conservateurs et des désillusionnés du Parti libéral du Québec. Cette fusion d'allégeances politiques donne naissance, le 15 juin 1991, au Bloc québécois, un parti fédéral dont la raison d'être est la souveraineté future du Québec. Les libéraux fédéraux et les souverainistes québécois semblent destinés à se rencontrer dans des contextes d'effrontement à forte saveur nationaliste. En l'espace de 2 ans, les acteurs en présence changeront au fédéral comme au provincial. Le 4 novembre 1993, Jean Chrétien devient le Premier ministre du Canada. Moins d'un an plus tard, Jacques Parizeau devient le Premier ministre du Québec.
30 octobre 1995, un an après son accession au pouvoir, Parizeau tient un référendum sur la souveraineté du Québec. Le soir du référendum, le Québec s'approche de son indépendance, mais l'option du non ne l'emporte que par 50,6% des voix, alors qu'en 1980, ils avaient gagné avec 59,6%. L'option souverainiste progresse avec le temps et avec la jeunesse. Il n'y a aucune raison d'être déprimé si le oui allait perdre par une très faible marge. Le pays que nous attendions ce soir, nous l'aurons peut-être demain. Il y a peut-être un petit délai qui nous sera imposé par la démocratie. Mais moi, je dis ce que je vais faire. En tout cas, et je n'ai plus 18 ans, là, j'en ai plutôt 58 et je suis père et grand-père. Si nous n'allions pas gagner, en tout respect pour tous les groupes qui ont voté d'un côté ou de l'autre, demain matin, je recommence. Et je demande aux jeunes Québécois et aux jeunes Québécoises, sans amertume, sans acrimonie, sans animosité, si nous allions perdre, demain, regardez l'avenir en face. Jamais votre peuple, pas plus qu'aucun autre peuple dans l'histoire humaine, n'acceptera d'être la simple province d'un autre peuple. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et quand les jeunes pensent ça, on l'aura le pays. Il y a des gens à Ottawa qui pourraient penser ce soir qu'ils ont maintenant le champ libre. Ils doivent savoir qu'ils se trompent. Disons-leur. Disons-leur, mes amis, qu'ils n'ont pas, comme ils l'espéraient, déraciné le projet souverainiste. L'idée habite encore trop de Québécoises et de Québécois pour s'éteindre maintenant. Bien au contraire, elle est plus vivante que jamais. Les oui n'ont jamais été plus nombreux que ce soir, et nous sommes encore tous là. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Those who would give up an essential liberty for temporary security deserve neither liberty nor security.